Malgré les démentis officiels, des rumeurs n'ont cessé de se faire entendre au sujet de ce que le gouvernement a caché au public américain dans un hangar secret de l'armée de l'air. Mais grâce à l'aide de quelques témoins oculaires courageux qui n'ont pas hésité à se découvrir pour partager leur version des événements, cette histoire peut être enfin dévoilée. Là, il monte comme sur des roulettes, sans problème. 1 minute pour le lancement. Il est en place, Steve, et tout baigne. Le satellite est en position. Continuez le lancement et le compte à rebours. Roger, contrôle. Je retourne au contrôle de vol. H moins 30 secondes. 29. Steve, 28. toi, 27. si j'en crois le radar, 26. cette chose est juste au-dessus de nous. 24. 23. 22. 21. H moins 20. Tiens, le voilà. 19. Tu le vois, Getz? Bonjour. Le film Hangar 18, également diffusé en français sous les noms de Space Connection, a été réalisé en 1980 par James Conway. Le début de l'histoire se passe au centre de contrôle de la NASA, à Houston, qui est en liaison avec ses astronautes dans l'espace et surveille les derniers préparatifs en vue du lancement d'un satellite à partir d'une navette de type Columbia. Soudain, un objet inconnu apparaît sur les écrans radars, juste devant la navette. S'ensuit une collision et une explosion, dans laquelle un des astronautes meurt, provoquant le retour précipité du reste de l'équipage sur Terre. L'OVNI, également endommagé, va s'écraser dans le désert d'Arizona. Cet incident, survenant peu avant les présidentielles, le chef de cabinet du président en exercice craint qu'il n'ait des répercussions sur la campagne électorale. Il décide donc de dissimuler l'affaire du crash et de faire endosser la responsabilité de la mort du pilote aux 2 astronautes rescapés. Ces 2 derniers vont alors tout tenter pour faire éclater la vérité. Même si la teneur de cette fiction est nettement moins forte que celle d'Intruder ou de Roswell, il est clair qu'il s'inspire beaucoup du livre The Roswell Incident de Charles Berlitz et William Moore, paru la même année. Le film est très bien documenté au niveau ufologique. Observation d'OVNI par les astronautes, crash d'un vaisseau alien et autopsie des pilotes extraterrestres, blackout et des informations officielles, intervention de Men in Black, qui sont explicitement désignés comme tels au générique, sous le sigle MIB, et implication des extraterrestres dans notre passé. Ce n'est pas un hasard, puisqu'on peut lire au début du générique de fin que diverses associations ufologiques américaines ont contribué à la réalisation du film. C'est également un des films préférés de l'ufologue Jacques Vallée, qui le regarde régulièrement, et c'est ce dont il parle dans son ouvrage, Révélation. Hangar 18 est un film qui continue de provoquer des discussions au sein des chercheurs ufologues, en partie parce qu'il a été lancé en 1980, et que cette année-là, des détails sur l'incident de Roswell ont commencé à filtrer dans la conscience populaire, avec la publication de plusieurs livres. Tout aussi important en 1980, et indubitablement lié au développement de ce lieu, fut l'insertion silencieuse dans la communauté ufologique du terme « Majestic 12 ». Maintenant il est définitivement assumé dans la culture populaire, et est apparu dans des films, des programmes de télévision, des bandes dessinées, et des jeux vidéo. Comme je l'ai déjà dit, le film Hangar 18 commence dans l'orbite de la Terre, alors que la NASA se prépare à lancer un satellite, sous l'œil vigilant de l'armée américaine. Peu après que le satellite soit lancé depuis la navette spatiale, il entre en collision avec un OVNI, provoquant la mort d'un astronaute. À leur retour sur Terre, les hommes cherchent des réponses, mais ils comprennent rapidement que le gouvernement a dissimulé toute la vérité sur ces incroyables événements. Le film nous montre également que l'OVNI, qui s'est écrasé dans le désert, a été récupéré, puis transféré par le gouvernement américain vers une base aérienne secrète, le Hangar 18, où il est étudié par des scientifiques. À bord du vaisseau spatial, ils font une série de découvertes surprenantes. Les pilotes extraterrestres, bien que morts, ne sont pas physiquement endommagés et ont une apparence presque humaine. Les scientifiques concluent que des extraterrestres ont visité la Terre dans les temps anciens, qu'ils étaient considérés comme des dieux, qu'ils se sont mélangés avec les femmes de la Terre, et qu'ils ont initié la vie humaine telle que nous la connaissons actuellement.
une femme humaine se trouve également à bord du vaisseau, en état de stase. Lorsque les médecins l'emmènent, la femme se réveille dans un état de terreur. On suppose qu'elle avait été abductée par les extraterrestres. Dans les fichiers de données du vaisseau, les scientifiques trouvent des glyphes similaires à ceux utilisés par les civilisations anciennes sur Terre. Les scientifiques découvrent également de vastes images des surveillances aériennes des centrales nucléaires, des bases militaires et des grandes villes de la Terre. Apparemment, les extraterrestres avaient été activement intéressés par nos capacités technologiques. Pendant ce temps, Bancroft et Price, les astronautes survivants, qui sont persécutés pour avoir tenté de dévoiler la vérité au public, sont accusés de meurtre et recherchés par le gouvernement. Price meurt, mais Bancroft survit et trouve finalement son chemin vers le hangar 18, où est caché le vaisseau extraterrestre. Dans cet endroit secret, les scientifiques de la NASA déchiffrent finalement les glyphes aliens, qui indiquent que ces êtres d'apparence humaine prévoyaient de revenir plus nombreux sur Terre dans un proche avenir. Pour éviter le risque que toute cette information sensible soit révélée, des agents du gouvernement envoient un avion télécommandé, rempli d'explosifs sur le hangar 18, dans le but de tuer tous ceux qui sont impliqués dans l'affaire, enterrant ainsi le secret pour toujours. Cependant, à l'insu de l'équipe d'assaut du gouvernement, Bancroft et plusieurs scientifiques de la NASA se sont réfugiés à bord du vaisseau spatial lorsque l'explosion survient. On découvre alors que le vaisseau est resté intact et s'avère invincible. Les survivants qui étaient à l'intérieur décident alors de laisser la vérité être connue. Le film se termine par une révélation publique du vaisseau spatial extraterrestre. Bonjour à tous. Bon, là, vous venez de voir un petit extrait d'un téléfilm qui a été réalisé dans les années 80, qui relate une histoire qui se serait passée au début des années 80, et dans lequel le gouvernement américain aurait camouflé, du moins caché au public, ce qui s'était réellement passé avec la navette spatiale. Je parle bien entendu de cet accident qui avait mis en lien un satellite avec un ovni. Après la fin de la Première Guerre mondiale, les États-Unis, qui avaient compris l'enjeu stratégique de l'aviation naissante, se lanceront dans un vaste programme de recherche en aéronautique. Dès l'année 1917, les autorités américaines choisiront la région de Dayton, dans l'état de l'Ohio, pour y implanter une base qui était entourée par de grands terrains pour les vols d'essai. Et c'est ainsi que le terrain Wilbur Wright avait été choisi. Le 6 juillet 1931, le terrain Wilbur Wright avait été renommé Patterson, en hommage au lieutenant Frank Patterson, qui s'y était tué dans l'accident d'un DH-4, tandis qu'il essayait la synchronisation de sa mitrailleuse et du moteur de l'avion. La base aérienne de Wright-Patterson était donc devenue une base de l'US Air Force, et elle est située sur les comtés de Greene et de Montgomery dans l'Ohio, à 13 km au nord-est de la ville de Dayton. Cette base avait pris le nom de Wright en hommage aux frères Wright qui utilisèrent la Huffman Prairie, une partie de l'actuelle base, comme terrain d'essai. Par la suite, on lui avait rajouté le nom de Patterson, comme je viens de le dire, en hommage au lieutenant Frank Patterson qui s'y était tué dans l'accident d'un DH-4. Et c'est ainsi qu'en 1948, les champs sont devenus la base aérienne de Wright-Patterson. À sa création, la base de Wright-Patterson était devenue un centre de recherche qui travaillait sur les systèmes d'armes du futur. Les ingénieurs et les scientifiques de toute l'Amérique y venaient pour mettre au point les nouveaux dispositifs d'armement. On les testait, on les modifiait, puis on les installait sur les avions de combat. Mais depuis le crash de Roswell en juillet 1947, la base de Wright-Patterson était devenue malgré elle une base de récupération pour ovnis. C'est un des endroits à côté de l'installation de Groom Lake, dans la zone 51, au Nevada, où l'épave d'un ovni, aussi bien que les corps de ses occupants, auraient été envoyés pour étude. L'épave de l'ovni de Roswell avait en effet été embarquée directement vers l'Ohio à bord d'un B-29 après l'accident mystérieux et placée dans le fameux hangar 18 de cette base de Wright-Patterson. Une année après le crash de Roswell, en 1947, les débris d'une autre soucoupe accidentée de 30 mètres de diamètre avec ses occupants non humains près d'Aztec, dans le Nouveau-Mexique, aurait été envoyé vers cette même base de Wright-Patterson, puisque cette soucoupe se serait écrasée en 1948. Devant la recrudescence des crashs d'ovnis, il fut alors décidé d'agrandir cette base en construisant de nouvelles sections, mais dans les sous-sols.
Les ovnis qui arrivaient dans le fameux hangar 18 étaient déposés sur une plateforme qui descendait au sous-sol de la base, hein. Et c'est là qu'ils étaient posés, hein, et à l'abri des curieux surtout. Et comme je viens de le préciser, et c'est là à l'abri des curieux que les scientifiques étudiaient l'OVNI, hein, pour savoir comment il fonctionnait. Et surtout que le gouvernement américain recherchait à faire de la rétro-ingénierie en récupérant la technologie de ces ovnis. Ils voulaient l'adapter à ces avions, mais bon, par la suite, ils vont comprendre que c'est impossible. Cette technologie ne peut pas être adaptée aux avions, hein, pour des raisons bien précises, hein. La vitesse de vol est assez impressionnante, donc il faut logiquement être dans un environnement bien précis, hein, à l'intérieur duquel la gravitation est complètement annulée. Le hangar 18 de la base de Wright-Patterson prendra toute son importance lors d'un étrange accident qui était survenu dans les années 80 et dont vous avez vu un petit extrait tout au début de ma vidéo. Le centre de contrôle de la NASA, Houston, est en liaison avec ses astronautes dans l'espace et surveillait les derniers préparatifs en vue du lancement d'un satellite à partir d'une navette de type Columbia. Et soudain, un objet inconnu va apparaître sur les écrans radars, hein, en face des pilotes de la navette. Et s'ensuivra une collision dans laquelle un des pilotes de la navette qui se trouvait à l'extérieur, hein, décédera, provoquant le retour précipité du reste de l'équipe, hein. L'OVNI également endommagé va s'écraser dans le désert de l'Arizona, hein. Cet incident survenu peu avant les présidentielles. Vous avez le chef de cabinet du président en exercice, craignant qu'il n'ait des répercussions sur la campagne électorale, décidera de taire l'affaire du crash et de faire endosser la responsabilité de la mort du pilote aux 2 astronautes rescapés. Ces 2 derniers vont tout faire pour faire éclater la vérité, hein, mais dans leur quête de vérité, hein, ces 2 astronautes attireront la colère des autorités américaines qui les traqueront par l'intermédiaire de cette organisation secrète qu'on appelait, bien entendu, puisque le nom a changé, le Majestic 12, et dont la mission consiste à récupérer tous les vaisseaux extraterrestres qui s'écrasaient sur le territoire des États-Unis, bien entendu, tout en cachant au public la réalité de ces ovnis, hein. Lorsqu'un ovni s'écrase aux États-Unis, la police qui se rend sur les lieux contacte logiquement les autorités qui, elles, va contacter le Majestic 12. Et ce Majestic 12 envoyait ses escadrons Delta pour sécuriser le lieu du crash. Une fois arrivés sur les lieux du crash, ces gens en tenue de combat noire invitaient les policiers à s'éloigner du site, puisque ça devenait secret d'État par la suite. Mais bon, revenons un peu à cette étrange affaire où un ovni était entre autres entré en collision avec un satellite débarqué de la navette. Cet ovni qui s'était finalement écrasé dans le désert de l'Arizona sera envoyé vers une base, plus précisément vers le hangar 18 de la base de Wright-Patterson. Mais pour mettre un terme à cette affaire ennuyeuse pour la présidentielle américaine, il sera demandé à un organisme secret d'utiliser un avion radiopiloté, hein, rempli d'explosifs. Et cet avion sera lancé contre le hangar 18, hein, où se trouvait l'OVNI en question. Pourquoi ont-ils décidé cela? Ils voulaient ainsi tuer tous les techniciens et ingénieurs qui travaillaient autour de l'OVNI. Parce qu'on voulait cacher tout cet accident au public, donc ils avaient peur des fuites. Mais bon, quelques techniciens échapperont à l'attaque et se réfugieront dans l'OVNI qui était resté intact. Malgré les fuites, l'affaire restera tout de même classée top secret jusqu'à ce qu'un réalisateur ne décide d'en faire un film qu'il avait intitulé Le Hangar 18. Ce que vous voyez dans la vidéo, là, c'est un peu la fameuse base de Wright-Patterson. Il faut comprendre que dans les années 80, le Hangar 18 aurait été ciblé par un avion et complètement détruit. Seul l'OVNI serait resté intact. Et là, je vais vous faire montrer un autre petit extrait qui nous explique que nos visiteurs extraterrestres en réalité passent leur temps à filmer ce qui se passe réellement sur Terre, hein. Ils font des enregistrements qu'ils envoient à leur planète mère. Et ça, je ne parle pas, ce sont plusieurs races d'extraterrestres qui filment donc tout ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, les guerres d'indépendance, le progrès technologique. Ils sont très bien informés sur l'évolution technologique et sur la barbarie qui règne sur notre monde. Donc tous ces documents sont déjà arrivés à la maison mère de ces extraterrestres. Bien entendu, quand je parle de maison mère, je parle de leur planète d'origine, mais comme il y en a plusieurs dans l'univers, hein, donc les différentes planètes ont déjà reçu des comptes rendus de ce qui se passe réellement sur la planète.
Mais comme j'ai souvent parlé dans mes vidéos de ce mystérieux grand monarque qui doit arriver avant la fin des temps, je pense qu'il y a eu des contacts secrets qui ont demandé à nos visiteurs extraterrestres de ne pas intervenir jusqu'à l'arrivée de ce mystérieux grand monarque, puisque c'est lui qui va reprendre le contrôle de cette activité extraterrestre. Bon, il semble que cet accord soit respecté par nos visiteurs extraterrestres, puisque, comme vous le savez, ils n'interviennent pas vraiment dans nos affaires intérieures. Ils se contentent de faire construire des bases dans certains pays. Ils se contentent aussi de signer quelques accords avec certains gouvernements, comme celui des États-Unis, où en échange d'un transfert technologique, ils peuvent programmer des enlèvements et étudier la faune et surtout les animaux qu'ils dissèquent, comme vous le savez. Mais le problème, c'est comme ça a été dit dans beaucoup de vidéos, nos visiteurs extraterrestres ont commencé à enlever beaucoup plus de monde que prévu. Ce qui n'était pas prévu dans les accords avec le gouvernement. Mais bon, le gouvernement américain étant un peu piégé et ne voulant pas divulguer l'information sur cette réalité, puisque je pense que on leur a demandé, du moins. Je pense que surtout que ce grand monarque a dû envoyer des instructions dans le passé pour qu'il ne divulgue pas trop d'informations sur cette activité extraterrestre, puisqu'il a dû leur expliquer que dans le futur, il expliquera à la planète ce qu'il en est de tous ses visiteurs. Puis n'oublions pas que lorsque ce mystérieux grand monarque apparaîtra sur notre monde, dans notre sphère terrestre, ça sera l'un des signes annonciateurs de la fin de notre monde aussi, il ne faut pas l'oublier. Bon, là je vous diffuse un petit extrait qui va clore cette vidéo, et vous verrez que nos visiteurs extraterrestres en savent beaucoup plus sur notre activité sur Terre, nous. Au Moyen-Orient, la puissance militaire américaine s'est considérablement affaiblie. En dépit d'un temps plutôt froid pendant le week-end, les rues de New York grouillent d'activité. On s'attend à des chutes de neige au début de la semaine prochaine. Le manque d'essence n'a pas perturbé l'ensemble du trafic à Montréal ni à San Francisco. Eh bien, apparemment, ils ont enregistré nos programmes. Oui, c'est sur ordinateur. C'est le comité pour la réélection du président Duncan Tyler qui a payé ce spot. Harry, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Ça se trouvait au début aussi. J'ai déjà vu ça. J'en suis sûr. Je sais que c'est là quelque part. Le voilà. Qu'est-ce que c'est? Ceci est un symbole pour la Terre. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que c'était sur le film, enfin ce truc qu'on a vu. Ça fait penser à autre chose. Je vais aller vérifier à la documentation. Alors, on a été là-bas, jeté un coup d'œil, et j'ai trouvé ce à quoi je m'attendais. Rien. C'est pas que ça m'ait menti délibérément, c'est comme ça qu'il est. Il faut le prendre comme il est. Il a même appelé Washington. Il appelait au moins 5 fois Air Pope. C'est notre élu au Congrès, pour lui en parler. Shérif, où peut-on trouver Tate? J'en sais rien. Ça, c'est l'autre face de Sam. C'est un rêveur. Il va et il vient. Il va aller travailler quelque part, puis il va revenir se mettre au chaud. Jusqu'à ce qu'il soit obligé de remettre ça. Vous croyez qu'il a pu quitter la ville? Eh bien, comme il n'est pas là, c'est bien possible. Un autographe?
C'est pas tous les jours qu'on voit des astronautes en chair et en os dans cette ville. C'est pas pour moi, c'est pour ma femme. Qu'est-ce que je mets comme prénom? Lucien.